Bonjour à tous. Un chien dans la ville, mais en confinement. En confinement ? Toujours ? Vous êtes sûr ? Bon d'accord. Eh bien ça ne nous arrête pas. Un chien dans la ville est plus fort et plus têtu qu'une saleté de virus. Toujours là pour vous servir, votre émission Pas si bête se penche aujourd'hui sur les médecines complémentaires. Et je dis bien complémentaires, je ne dis pas alternatives, non. Et si j'insiste là-dessus, c'est que je ne parle pas d'une science obscure qui agirait comme par magie pour guérir vos compagnons, non, mais bien d'une médecine qui a déjà fait ses preuves chez nous les humains, c'est l'ostéopathie. Je vous l'avais promis, la voici. Confinement ou pas, ça ne m'a pas empêché d'aller mener mon enquête et j'ai contacté Emmanuelle, jeune praticienne ostéopathe qui a bien voulu répondre à nos questions. Oui, nos questions. Ici, on est bien plusieurs, car comme vous l'entendrez, Youpla et sa copine de 5 mois, Iwa, s'en sont donnés à cœur joie. Bonjour Emmanuelle. Alors toi, ça se passe comment ce confinement ? Tu travailles toujours dans ton corps de métier ou... Moi, j'ai pas le droit de travailler sauf en cas d'urgence. Ils savent pas trop dans quelle case nous mettre, donc parfois ils disent qu'on fait pas partie de la médecine, de la médecine tout court, et puis en même temps, on dépend de l'ordre des vétérinaires. Donc, en gros, toutes les indications qu'on a, ça vient du CNOV, donc de l'ordre vétérinaire. Et là, ils ont publié un truc très clair au début du confinement en disant que même pour les vétérinaires qui font de l'ostéopathie, les consultations étaient différées au plus possible pour tout ce qui n'était pas urgent, quoi. En général, déjà, nous, humains, quand on va chez un ostéopathe, c'est souvent, en fait, qu'il y a un truc déjà urgent. C'est parce qu'on a une douleur qui est tellement peu supportable que là, on se dit, bon, je vais voir mon ostéo parce que là, j'en peux plus. Donc, j'imagine que pour les animaux, quand on commence à faire appel à de l'ostéopathie, c'est qu'il y a une vraie gêne parce qu'ils souffrent. Oui, c'est ça. En général, ils nous appellent quand c'est déjà un peu trop tard. Donc nous, on vient faire la consultation et c'est là où on leur en parle en leur disant ce serait bien de le faire voir plus souvent parce que ça m'est arrivé d'avoir des cas qui n'ont pas vu l'ostéo pendant 5-6 ans et du coup, ils ont des dysfonctions qui s'accumulent les unes par-dessus les autres. Il y a des consultations de check-up, tu vois, c'est ce qu'on préconise en fait, nous, qui ne nous appellent pas quand c'est déjà trop tard, qu'ils nous appellent en prévention et que qu'on le fasse tout au long de l'année. Et après aussi, il y a des consultations de confort. Ah, t'as entendu les oreilles qui... Je vais les mettre dehors. Vous essayez de faire des consultations de check-up, mais du coup, c'est pour des patients qui ont déjà eu des problèmes. Pour un patient qui en a jamais eu, souvent l'ostéo, c'est un peu une première. Ouais, en gros, les dysfonctions s'accumulent jusqu'à ce que le corps soit plus capable de faire semblant que tout va bien, quoi, et de compenser les dysfonctions. Du coup, là, tu te retrouves avec une grosse pathologie, style une boiterie ou quoi, qui alerte les propriétaires, alors qu'en vrai, ça fait peut-être 6 mois, 1 an que le chien, il a déjà des dysfonctions qui s'accumulent les unes par-dessus les autres. Et en une consultation, on peut pas toujours tout régler, donc c'est compliqué d'expliquer au propriétaire que il va en falloir 2, voire 3, et qu'en fait, s'il avait été vu en prévention une fois par an, c'est pas grand-chose, une fois par an, c'est vraiment pas énorme, quoi. Ça aurait permis d'éviter ce genre de problème. Après, je parle pas de tout ce qui est traumatisme, genre le chien qui tombe du canapé ou qui se fait bousculer en jouant ou quoi. Là, c'est différent, mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup de consultations qui pourraient être évitées si c'était fait en prévention et pas au moment où c'est déjà trop tard. Ça m'intéresserait vraiment de faire une séance pour lui. Et puis moi, ça me permettra de comprendre un petit peu. Ouais, carrément. Non, Iwa, sérieusement, donne-moi ton canard. Voilà. À 5 mois, on aime bien faire du bruit dès qu'il y a du silence. Ah mais on a le même, on a un canard qui fait pouette, mais Norine, rien à foutre. Et la loi, elle dit quoi dans tout ça ? Déjà, comment est-ce qu'on devient ostéopathe pour chiens ? Enfin, comment est-ce qu'on devient ostéopathe pour animaux en général ? Et par quoi tu commences, en fait ? C'est quoi le parcours Alors, en fait, tu as 2 solutions. Soit tu fais d'abord des études de vétérinaire classiques et après, tu te spécialises, tu fais une formation en plus pour devenir ostéopathe animalier. Soit tu fais une formation dans une école privée, donc c'est ce que j'ai fait moi. Donc une formation 100% d'ostéopathie animale qui se fait sur 5 années d'études. Et une autre technique pour devenir ostéopathe animalier, c'est d'être d'abord ostéopathe humain et ensuite de faire une petite formation en plus pour te former à l'ostéopathie animale. C'est possible dans ce sens-là. Par contre, dans le sens ostéopathe animalier vers ostéopathe humain ou ostéopathe animalier vers vétérinaire, ça il y a pas de passerelle encore. C'est des écoles qui sont abordables ou il faut contracter quand même un certain prêt pour pouvoir ensuite... Non, en fait, c'est des écoles qui sont chères quand même, hein.
pour pas se mentir. C'est aux alentours de 7-8 000 euros par an sur 5 ans. Et en fait, à la sortie de l'école, tu vas avoir le diplôme de l'école qui n'est pas reconnu par l'État. Le diplôme qui te permet vraiment d'exercer, c'est l'examen pratique d'aptitude à la pratique de l'ostéopathie animale qui est encadré par les vétérinaires et qui coûte 2 000 euros. Donc en plus, t'as dû le passer. Cet examen, en fait, est arrivé depuis 2017. Et donc ça, c'est un examen que maintenant tous les ostéopathes sont obligés de valider avant de pouvoir exercer pour pouvoir justement réguler un petit peu plus le niveau de tous les ostéopathes qui sont sur le terrain. Donc c'est une bonne chose parce que ça permet d'écarter, on va dire, les personnes qui n'avaient pas ou peu de formation et ça permet quand même globalement d'augmenter le niveau des praticiens qui sont sur le terrain, quoi. D'accord. À partir du moment où tu as validé ton examen, t'es inscrit au RNA, donc c'est le registre national d'aptitude et donc ça c'est vraiment le registre officiel de tous les ostéopathes animaliers non vétérinaires qui sont en droit d'exercer, que les propriétaires peuvent retrouver même sur le site de l'ordre des vétérinaires à proximité de chez eux. Là ils ont la liste avec les contacts déjà des praticiens. D'accord. Mais comment ils font ceux qu'on peut passer l'examen Et c'est là où justement ils font une belle distinction entre les deux. C'est soit tu l'as passé, t'as en gros le droit de tout faire. Si tu ne l'as pas passé, t'as 3 cas. Si tu ne l'as pas passé et que t'es inscrit, comme là c'est mon cas, moi je suis inscrite mais ils me proposent pas de date, donc c'est toléré que j'exerce, mais il faut être prudent. Et ceux qui ne sont même pas inscrits, donc ceux qui sortent de l'école là à peine et qui n'ont pas encore de date de passage ou qui n'ont pas envoyé leur dossier, non, et c'est même exercice illégal de la médecine. Non. Eux n'ont pas du tout le droit d'exercer. C'est assez délicat d'aborder le sujet entre le corps vétérinaire et le corps ostéopathique animal. C'est un sujet qui est encore un peu tabou et qu'on peut rapidement froisser les uns et froisser les autres. Ouais. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec les kinés, les ostéos et les médecins dans la médecine humaine, parce que y avait un peu un conflit d'intérêts. Et vu que avant leur nouveau décret, il y avait tout et n'importe quoi comme formation, donc je te dis des formations en 2-3 semaines, t'avais vraiment des gens qui se disaient ostéo mais qui faisaient n'importe quoi, et ce qui fait que les vétos avaient des mauvais retours comme ça, de chevaux qui étaient pires qu'avant la consulte, etc. Et c'est plutôt les écoles qui ont fait bouger les choses pour essayer d'avoir un diplôme reconnu. Parce que tu fais quand même 4-5 ans d'études, ça a un certain prix, tu sors de là, t'as pas de diplôme. Tu passes 7-8 ans avant d'avoir un vrai métier. Mais après, ils nous l'avaient dit, je sais que nos profs nous avaient dit, mais concrètement, 2-3 ans après votre sortie, vous allez pas pouvoir en bosser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est chaud. Toi, d'ailleurs, essentiellement, tu t'occupes de quel type de patients ? Moi, je fais beaucoup de chevaux. Je pense que c'est dû à la région aussi, parce que je me déplace souvent vers Rambouillet, Gazeran, tout ça. Après, je fais des chiens. Je pense que je dois faire un quart de mes consultations, c'est des chiens. Et très rarement, j'ai des chats, mais j'ai dû en avoir 3 ou 4 depuis que j'ai commencé, quoi. Et en soi, tu peux traiter toutes sortes d'animaux. Moi, j'ai un prof qui traite les iguanes, tu vois. Donc, ah oui. Il avait une femelle iguane qui pondait plus depuis plusieurs années. Il a fait son traitement et 3 jours plus tard, elle a fait toute une flopée d'œufs, quoi. D'accord. Donc, tu peux le faire. Ça va être sur les tissus mous, donc tout ce qui est fascia. C'est un tissu qui est entre les muscles, qui relie tous les muscles entre eux. Et du coup, ça, tu peux aborder ce tissu-là et tu peux te balader, entre guillemets, partout dans le corps de l'animal. Donc même sur un humain, en soi, ça marche, quoi. Donc ça veut dire que si demain, ton copain, il se coince un truc, même si, évidemment, t'es pas forcément ostéopathe pour humains, c'est pas ta spécialisation, tu sais à peu près comment agir, c'est pas mal de t'avoir dans le coin. En théorie, oui. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais en soi, ouais, c'est possible. Moi, je prends 80 pour un cheval et 60 pour un chien. Ça va jusqu'à 65. Et après, en province, ça doit être 55 leur prix, quoi. Et voilà, c'est entre 55 et 65 pour un chien. Et puis, ouais. Bon, évidemment, un cheval, ça me paraît évident. C'est plus risqué, c'est plus lourd. Voilà, quoi, c'est un cheval. Ouais, c'est un peu plus fatigant, mais après, au final, tu passes le même temps et tu te déplaces. Enfin, moi, personnellement, je me déplace chez les propriétaires ou aux écuries, donc c'est le même temps passé. Et au final, c'est la même gamme de tarifs que pour nous-mêmes quand on va chez l'ostéo, en fait. Ouais, en fait, ce qu'on préconise, nous, c'est de faire donc des visites de prévention, enfin des consultations préventives plutôt qu'une fois que c'est trop tard, parce qu'après, nous, ça dépasse notre domaine d'action, et là, ça dépend plus d'un vétérinaire qui va sans doute proposer un traitement médicamenteux, donc un peu moins naturel quand même.
Donc nous, on agit en prévention et en rééducation sur des pathologies dites fonctionnelles. Donc en fait, ça va être des pathologies de mobilité. Donc on va traiter ce qu'on appelle une dysfonction, et définition exacte d'une dysfonction, c'est une restriction de mobilité asymétrique. Donc, mais que ce soit pour les membres, comme pour les organes, comme pour le cerveau, etc. Souvent, les gens pensent qu'on agit uniquement sur les os. En fait, donc on travaille sur les articulations, mais aussi sur les muscles, les tendons, les ligaments. Les fascias, donc c'est le tissu en gros qui relie tous les muscles entre eux et qui se trouve partout dans le corps. On va travailler aussi sur le cerveau, donc tout ce qui est à la base de l'hypophyse, même tous les problèmes hormonaux, etc. Donc de là, vu qu'on travaille sur tout le corps et sur toutes les structures, on travaille sur les viscères aussi, donc notre champ d'action il est immense parce que ça va aller du chien ou du cheval qui a une boiterie jusqu'à un chien qui a des diarrhées chroniques qu'on n'arrive pas à soigner en changeant l'alimentation, ou bien un animal qui a des migraines. Chez les chevaux, ça arrive souvent avec le harnachement, tu sais, qui passe partout, ça peut bloquer les nerfs de la face. Donc ils vont avoir des migraines, ce qui fait qu'ils vont être rétifs au travail, ils vont avoir des réactions qu'on comprend pas forcément. Pareil pour les chiens qui ont des colliers, des harnais mal adaptés, ça peut engendrer des toux, des problèmes de respiration. Au niveau des côtes, on va travailler au niveau du diaphragme. Et même pour des problèmes émotionnels, en fait, qui peuvent se répercuter sur les organes. Je pense aux chiens qui sont hyper stressés, justement, les chiens qui ont des problèmes d'anxiété de séparation. On en a qui vont refuser de manger ou quoi, etc. Ça peut créer des problèmes d'estomac, des problèmes de viscères. Donc vraiment notre champ d'action il est immense et c'est pas du tout localisé sur les os et sur les boiteries. Oui, d'accord. Faut pas attendre que son chien boite pour essayer de consulter. Mais c'est difficile. Enfin moi je suis pas capable de dire tiens mon chien a la migraine. Est-ce qu'il y a d'autres signes, des petits signes, tu vois, que nous on interpréterait comme un mauvais jour? Alors si on part, j'ai essayé de faire de la tête à la queue et de balayer tout ici, tu peux avoir des écoulements, en fait tu as plein de petits os dans la face qui sont mobiles les uns par rapport aux autres, et tu as l'os lacrymal qui est juste à la base de l'œil d'où sort le canal lacrymal qui fait sortir les larmes en fait, et s'il est bloqué tu peux avoir des écoulements. Donc ça c'est un exemple hyper basique. Ensuite tu peux avoir une chaleur, une déformation. Donc par exemple, si tu sens que d'un côté, ton chien est vachement plus musclé que d'un autre, ça veut dire que soit d'un côté il y a une amyotrophie, donc que son muscle est démusclé, soit qu'il compense énormément et que donc il est anormalement musclé du côté droit par rapport au côté gauche par exemple. Donc tout ce qui est asymétrique au niveau de la musculature, ça, je pense qu'en regardant bien, tu peux t'en rendre compte. Ensuite, un animal qui a un changement de comportement du jour au lendemain. Tu peux regarder globalement l'état de ton animal, donc aussi les poils, s'il a bien un poil brillant, s'il n'y a pas de pellicule, s'il n'y a pas des trous au niveau de son pelage, si ses poils arrivent à bien repousser s'il arrive à bien cicatriser en cas de plaie, et aussi s'il n'y a pas une zone qui est chaude, enfin anormalement chaude, anormalement froide. Par exemple, tu passes la main sur son dos et que d'un coup tu sens vraiment une forte chaleur alors que sur tout le reste de la colonne c'est la même température. Bon, ça c'est des signes qui peuvent alerter. Après, ça dépend de plein de paramètres aussi, ça dépend forcément de l'alimentation, de son cadre de vie, mais l'ostéo est là aussi pour conseiller sur tous ces points-là. Mais on ne sait pas forcément qu'on peut essayer de se tourner vers un ostéopathe autant qu'un vétérinaire, attention, hein. Du coup, faut bien préciser parce qu'en plus, vous avez des rapports parfois compliqués, après ce que j'ai compris, mais qu'il n'y a pas que notre véto qui peut nous aider quand il y a ce genre de signes qui nous alertent, mais on peut aussi se tourner vers un ostéopathe pour se dire, ça vient peut-être d'ailleurs. Même si tu appelles un ostéopathe en première intention, parce que les deux professions, vétérinaire et ostéopathe, sont de première intention, ça veut dire que n'importe qui a un problème avec son animal peut appeler au choix soit l'un soit l'autre. En gros, les ostéopathes ne sont pas sous prescription vétérinaire. Donc, par contre, la condition sine qua non, c'est que on soit apte à rediriger les propriétaires vers un vétérinaire s'il y a vraiment besoin. Déjà par téléphone. Donc, en gros, le déroulement d'une consultation, c'est la prise de contact avec le propriétaire par téléphone. Là, on va demander pourquoi est-ce qu'il nous appelle. Est-ce que justement, il a trouvé que son animal avait changé du jour au lendemain, ou bien est-ce que c'est juste une visite de contrôle. On va essayer de voir s'il y a des antécédents médicaux, etc., de cerner un petit peu le cas. Et là, déjà, on a une idée de est-ce que ça dépend de l'ostéopathie ou est-ce que ça dépend de la médecine vétérinaire. Et moi, ça m'arrive très souvent de rediriger les gens en disant là, ce que vous me décrivez, a priori, ça dépend pas de l'ostéopathie. C'est déjà presque trop tard pour agir en ostéopathie. Donc, pour que ce soit plus efficace, allez voir directement votre vétérinaire parce que
moi, je peux agir après pour la rééducation, par exemple, ou même pour une consultation de confort, mais là, tout de suite, c'est plus urgent, allez voir votre vétérinaire. Et du coup, on est quand même apte à rediriger les propriétaires, que ce soit vers un vétérinaire, vers un maréchal, pour les chevaux, vers un dentiste équin même.